Salut à tous. Donc après avoir étudié le protocole IP, nous allons passer à un deuxième protocole très intéressant de cette couche-là, c'est le protocole ARP. D'accord? Voilà. Donc le protocole ARP, on va introduire un problème qui va être réglé par justement ce protocole ARP. Il faut savoir que les communications entre les machines ne peuvent s'effectuer qu'à travers les interfaces physiques, c'est-à-dire avec les adresses MAC. Donc, entre deux machines, la trame réseau, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un MAC source et MAC destination. C'est-à-dire que la communication donc, entre les équipements de communication, par exemple, donc, se fait via des adresses MAC. Si nous n'avons pas l'adresse MAC de destination, donc cette machine-là ne pourra pas faire sortir son paquet. Parce que ce paquet-là doit sortir d'une adresse MAC vers une adresse MAC. C'est des adresses physiques, donc c'est des liaisons physiques directes entre les différentes machines. Le problème qui se pose, c'est que les applications ne connaissent que des adresses IP. Donc, les applications aujourd'hui, les jeux sur Internet ou les jeux sur réseau local, donc Share-it, Messenger, etc. Donc, c'est-à-dire permettre aux différents utilisateurs, aux différentes machines, smartphones, etc., d'avoir une communication à base d'adresses logiques ou bien à base d'adresses IP, parce que les adresses MAC, ce n'est pas des adresses qui sont vraiment facilement manipulables. Voilà. Donc, le problème qui se pose, c'est comment établir ou faire cette correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC, ou les adresses logiques, les adresses physiques. Donc, c'est justement... il a fallu mettre en place un protocole au niveau du modèle TCP/IP qu'on appelle le protocole ARP pour Address Resolution Protocol. Voilà, je vais donc vous expliquer le fonctionnement de ce protocole. Voilà, donc imaginons que nous avons ce petit réseau local suivant. À noter que le protocole ARP fonctionne uniquement dans les réseaux locaux. Parce que c'est au niveau d'un réseau local qu'on a besoin vraiment d'avoir les adresses MAC. C'est-à-dire y faire correspondre des adresses IP à des adresses MAC. Voilà. Nous avons le cas suivant. Donc, nous avons un réseau local dans lequel vous avez 4 machines, donc avec leurs adresses IP chacune et adresses MAC aussi. Donc, la machine 5 souhaite joindre la machine 7, c'est-à-dire la machine 192.168.1.5 souhaite envoyer des données à la machine 192.168.1.7. D'accord? Donc, elle dit, je veux communiquer avec la machine 192.168.1.7. Je connais son adresse IP parce que c'est une application qui souhaite communiquer avec une autre, mais je ne connais pas son adresse MAC. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel au protocole ARP. Qu'est-ce que va faire ce protocole? Il va diffuser un message à tout le monde qu'on appelle une requête ARP. Celui-là va dire, c'est pas moi. Celui-là, il va dire, c'est moi, voici mon adresse MAC. Donc, la machine 7 va dire c'est moi, voici mon adresse MAC. Et la machine 5 peut envoyer ces données très facilement. Je répète encore une fois. La machine 5 va diffuser un message qu'on appelle requête ARP à tout le monde. La machine qui n'est pas concernée, elle ne répond pas. Mais la machine qui est concernée, va envoyer et dire c'est moi. Et la machine 5 peut communiquer facilement avec la machine 7 qui dit merci. Voilà. Donc voilà, ça c'est le principe. Diffusion requête. Réponse pour envoyer son adresse MAC et la machine 5, maintenant, elle connaît l'IP, le MAC de la machine 7, elle peut lui envoyer les données facilement, elle lui dit merci. La machine 5 à la fin doit enregistrer au niveau de sa base de données ARP locale dans un emplacement qu'on appelle cache ARP, cette correspondance, c'est-à-dire elle va dire je vais enregistrer 192.168.1.7 avec l'adresse MAC qui m'a été offerte par la machine 7 grâce au protocole ARP. Pourquoi? Donc elle va dire je vais stocker cette correspondance pour ne pas demander cette adresse MAC à chaque fois. Donc, pendant une durée bien déterminée, la machine 7 communique directement, la machine 5 communique directement avec la machine 7 sans redemander son adresse MAC parce qu'elle a été déjà récupérée grâce au protocole ARP. Et bien sûr, au bout d'un certain moment, elle doit refaire elle doit solliciter encore une fois le protocole ARP parce qu'on ne sait jamais, une machine peut changer d'adresse MAC si jamais elle change de carte réseau, etc. Voilà. Il faut faire attention parce que ce principe, donc, il est vulnérable en matière de sécurité parce qu'on peut avoir un pirate qui va prendre l'identité de la machine 7 et au lieu de donner, donc il va répondre à la machine 5, au lieu de donner la vraie adresse MAC de 7, il va donner sa propre adresse MAC, c'est ce qu'on appelle du ARP spoofing.
Donc c'est un principe de sécurité que je vais développer dans la playlist, c'est-à-dire dans mes cours sécurité informatique. Et je vous invite à aller les voir parce qu'ils sont déjà disponibles aussi sur Internet. Voilà. En résumé, nous avons quand la machine A veut communiquer avec la machine B, elle connaît son adresse IP mais elle ne connaît pas son adresse MAC, elle va envoyer ce qu'on appelle une requête ARP qui sera diffusée sur tout le support de transmission. Une requête ARP de la machine A pour rechercher l'adresse MAC de la machine B. Les autres machines ne vont rien dire, mais la machine B va dire c'est moi, je suis cette adresse IP, voici mon adresse MAC. Et comme ça, la machine A possède l'adresse IP et l'adresse MAC de la machine B. La communication peut s'effectuer de manière très facile sur le support de transmission. Voilà. Ça, c'est l'explication. Donc, diffusion d'adresse IP, requête ARP. La machine d'adresse IP concernée émet un message contenant son adresse physique ou son adresse MAC. Les machines ne vont pas répondre. Et la machine qui a demandé, c'est-à-dire la machine source de la requête ARP, va gérer au niveau de son cache pour stocker cette correspondance et ne pas la redemander à chaque fois. Voilà. En réalité, on peut sur n'importe quelle machine ou routeur voir cette correspondance qui existe localement, c'est-à-dire ce cache ARP, on peut le visualiser sur toutes les machines et routeurs et les équipements de manière générale. Par exemple, sur un invité de commande, vous tapez ARP espace -1 pour voir la correspondance entre les adresses Internet, c'est-à-dire les adresses IP logiques et les adresses physiques MAC. D'accord? Voilà, donc il faut regarder le type dynamique parce que c'est le type qui change à chaque fois. Donc le type statique, c'est des adresses particulières utilisées par le système d'exploitation pour différents objectifs. Par exemple, FFF, c'est l'adresse de diffusion, etc. Mais c'est la partie dynamique qui nous intéresse. Par exemple, ma machine, elle est connectée à Internet via une passerelle qui a l'adresse 192.168.1.1. Et grâce au protocole ARP, elle a pu avoir son adresse MAC qui va lui permettre. Donc, si jamais ma machine veut communiquer avec la passerelle, le protocole ARP lui a permis d'avoir l'adresse MAC de cette passerelle-là. Donc, automatiquement, les échanges peuvent se faire de manière automatique. On peut effacer cette correspondance avec la même commande ARP-D pour delete. D'accord. Donc, ça, c'est concernant le protocole ARP, qui est donc le deuxième protocole qu'on a étudié au niveau de la couche Internet après le protocole IP. Le troisième protocole à étudier au niveau de cette couche, c'est le protocole ICMP. D'accord. Le protocole ICMP, donc c'est le troisième protocole qu'on va étudier et qui fait partie de la couche Internet du modèle TCP/IP. C'est un protocole qui est utilisé généralement par les administrateurs et par les maintenanciers réseau, parce qu'il permet de contrôler, de vérifier certaines erreurs à travers le réseau informatique ou le réseau de communication de manière générale. Donc le protocole ICMP, il permet d'envoyer des messages de contrôle ou d'erreurs vers des machines ou des passerelles. C'est-à-dire soit il véhicule des messages de contrôle pour vérifier quelque chose ou des messages d'erreur en cas où vous avez des erreurs quelque part. Par exemple, quand le TTL atteint 0 avant d'arriver à la destination, le routeur, quand il informe la source qu'il a été obligé de supprimer ce message, il l'informe via un message de type ICMP, un type error, ICMP error. Voilà. Donc, il rapporte les messages d'erreur à l'émetteur initial. Voilà pour présenter le protocole ICMP. Donc, il faut savoir que beaucoup d'erreurs sont causées par l'émetteur, mais d'autres sont dues à des problèmes d'interconnexion rencontrés sur Internet. Dans certains cas, on veut joindre une machine qui est déconnectée. La durée de vie TTL, rappelez-vous, on vient de le voir juste avant, quand il a une valeur 0 alors que le message n'a pas atteint la destination. Donc là, il y a une erreur. Il faut informer la source que le message a été supprimé. La congestion des passerelles intermédiaires ou des routeurs. Dans certains cas, vous avez des routeurs qui relient votre machine à d'autres machines sur Internet. À force d'avoir beaucoup de sollicitations, à force d'avoir beaucoup de paquets qui leur demandent d'être routés quelque part, donc ils peuvent être surchargés. D'accord ? Ça va créer un encombrement. Ça risque même d'avoir des paquets supprimés parce que la file d'attente des routeurs est encombrée, est congestionnée, c'est-à-dire elle est surchargée, donc il ne peut plus traiter ou recevoir ou stocker des informations, donc il est obligé de les supprimer. Et quand il les supprime, il doit informer la source qu'il a supprimé certaines informations parce qu'il n'a pas de place où mettre ces différentes informations.
Voilà, on peut avoir deux exemples de fonctionnement de messages donc ICMP, d'accord, 2 voire 3, parce que celui du TTL est égal à 0, c'est un message erreur, mais ces deux-là qu'on va voir, ce sont des messages ICMP de contrôle. D'accord. Donc nous avons le ping ICMP et nous avons les commandes tracert ou traceroute. Pour le ping, donc c'est une simple commande utilisée par l'administrateur pour vérifier est-ce qu'une machine de destination elle est connectée, elle est joignable ou pas. Donc l'administrateur envoie ce qu'on appelle un ping request à une autre machine. La machine, si elle est branchée, elle est allumée, elle va répondre par un message ICMP reply. Donc, nous avons request pour requête, demander est-ce que vous êtes là, coucou, est-ce que vous êtes là. Et l'autre machine, si elle est disponible, elle est branchée, elle est allumée, elle est vraiment, c'est-à-dire connectée au réseau quelconque, elle va répondre avec un message de type ICMP reply. Donc, on peut faire un test à partir de ma machine, on va faire ping espace, c'est-à-dire pour dire j'envoie une requête ICMP, je peux mettre par exemple donc 3w.youtube.com là, et vous avez donc la réponse de YouTube. Donc réponse. C'est les mêmes commandes qu'on retrouve sur Linux ou bien sur Windows. C'est une même commande, c'est très connu, donc c'est utilisé très fréquemment par tout le monde. C'est une commande. Donc là, le fait d'écrire ping 3w.youtube.com, donc c'est la requête ICMP, donc c'est le message en bleu. Et la réponse que je viens de recevoir de YouTube, c'est la réponse ICMP envers, donc c'est ICMP reply. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment on utilise le ICMP request et reply. D'accord. Voilà. Donc le deuxième ou la deuxième fonctionnalité assurée par le protocole ICMP, c'est la commande traceroute sur Linux ou tracert sur Windows. D'accord. Donc c'est une commande ou c'est une fonctionnalité qui est assurée par le protocole ICMP qui va vous permettre de connaître le chemin complet entre votre machine et YouTube. D'accord. C'est-à-dire connaître tous les routeurs qui sont entre vous-même et YouTube, par exemple. YouTube, c'est un exemple, mais ça peut être avec n'importe quelle autre machine. C'est histoire de connaître le chemin entre une machine source et une machine de destination. D'accord. Sous Windows, la commande s'appelle tracert. Sous Linux, c'est traceroute. On peut faire un petit test ici toujours. Je vais taper donc tracert www.youtube.com. Voilà. Vous avez donc le numéro d'ordre, d'accord, le numéro d'ordre. Donc il vous dit là, avec un maximum de 30 sauts, ça veut dire que le TTL est égal à 30. Au-delà de 30, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc vous avez le premier chemin, c'est ma passerelle de tout à l'heure, rappelez-vous, c'est l'adresse de la passerelle grâce à laquelle je suis connecté à Internet. Le deuxième routeur, il a l'adresse 41, 104, 161. Le troisième, et ainsi de suite. Des fois, quand il y a un délai d'attente qui a été dépassé, donc on saute pour aller redemander une deuxième fois, et ainsi de suite. Et là, vous allez avoir toutes les adresses IP qui ont permis à votre machine d'atteindre YouTube. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a entre vous et YouTube? Quelles sont les différentes adresses traversées par votre datagramme ou par votre paquet de données de manière générale. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à YouTube. Donc là, la première, le chemin commence par la passerelle qui a permis à ma machine de se connecter à Internet et se termine par www.youtube.com avec son adresse IP. D'accord. Donc là, c'est pour vous montrer comment fonctionne la commande tracert, qui est une commande ou une fonctionnalité qui fournit une sortie décrivant les noms et les adresses IP des routeurs successifs précédés d'un numéro d'ordre et du temps de réponse minimum, moyen et maximum. Donc là, vous avez donc le numéro d'ordre, vous avez les temps de réponse minimum, moyen et maximum, et là, vous avez donc le chemin, l'intermédiaire, c'est-à-dire le routeur intermédiaire entre vous et la machine YouTube dans notre exemple. Voilà.
Bon, si vous voulez connaître comment fonctionne cette commande, donc en premier lieu, votre machine envoie un message avec TTL égale 1. Il sera supprimé ici. Le routeur va dire erreur ICMP. Et là, votre machine va dire, donc ça passe par le routeur 1. Deuxièmement, TTL égale 2. Donc il arrive ici. Ce routeur va le supprimer parce qu'il a atteint 0. Il va répondre par une erreur ICMP et votre machine va dire R2. Ils vont voir avec TTL est égal 3, donc 3, 2, 1, 0. R3 va dire erreur TTL 0. Et là, vous avez le chemin complet. D'accord? Je répète. Donc TTL égale 1 pour récupérer le routeur R1. Ensuite, TTL est égal à 2 pour arriver au à la deuxième étape 0 pour récupérer R2. Et TTL est égal à 3 pour sauter 3 fois 1, 2 et 3 pour récupérer la troisième adresse sur laquelle TTL est égal à 0 et récupérer R3 et ainsi de suite jusqu'à la destination. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de la commande tracert et le message ICMP de manière générale. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, une erreur engendrée par un message ICMP ne peut donner naissance à un autre message ICMP. Si jamais votre paquet de données va atteindre 0 au niveau d'un routeur quelconque avant d'arriver à la destination, donc ce routeur il envoie un message d'erreur ICMP. Si ce message d'erreur sera perdu quelque part avant d'arriver à la source, donc cette erreur-là, c'est-à-dire cette perte de données, ne va pas engendrer un autre message ICMP parce que sinon on va traîner infiniment au niveau du support de transmission et on va encombrer encore une fois la bande passante de manière inutile. Voilà, donc ça c'est les protocoles, c'est les 3 protocoles fondamentaux qu'on peut trouver au niveau de la couche Internet du modèle TCP/IP. Donc prochainement, nous allons voir d'autres fonctionnalités de cette même couche, la couche Internet, qui est le cœur en quelque sorte du modèle TCP/IP. Je vous remercie.